Cette semaine, on va voir les questions de théorie des files d'attente. On va dire pourquoi les théories des files d'attente ici. Dans le fond, c'est de la théorie qui est très utile. C'est une façon de modéliser les choses qui est pertinente dans une variété de contextes. Qu'on pense en télécommunication. En télécommunication, on a des canaux sur lesquels on envoie des messages, des données, puis on peut avoir de l'engorgement, plusieurs messages qui vont être envoyés en même temps. Même, on peut penser en termes de téléphonie, d'avoir, on n'a pas nécessairement autant de connexions possibles dans une centrale téléphonique qu'il y a de téléphones ou de paires de téléphones, de sorte qu'on veut déterminer peut-être la capacité nécessaire selon le nombre d'appels qui se fait dans la journée, avec une certaine modélisation mathématique de tout ça. En informatique aussi, c'est pertinent parce que on a dans différentes circonstances des questions de mise en attente pour assigner des traitements, des ressources ou de stocker les informations, de déterminer de quelle façon les ressources sont assignées. Donc, on peut avoir une quantité finie de ressources qu'on va assigner avec des requêtes qui peuvent varier dans le temps. La gestion du trafic également au niveau, je sais pas, routier par exemple, mais la théorie des files d'attente peut être intéressante dans certaines circonstances pour aider à gérer le trafic. En génie industriel, lorsqu'on parle entre autres du traitement sur un plancher d'usine, ben on a des machines, on a des traitements à faire, on a de la ressource qui arrive. Donc, toute cette notion-là peut exiger, par exemple, une modélisation par la théorie des files d'attente qui est souvent utilisée pour pouvoir bien dimensionner, ajuster ou établir les activités au niveau industriel dans une usine. Puis en milieu hospitalier, on parle d'arrivée de patients à l'urgence, par exemple. Mais est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de patients? Puis s'il y a plus de patients, est-ce qu'on peut avoir plus de ressources, infirmiers, médecins, pour pouvoir gérer l'accueil, pour pouvoir s'assurer qu'on a quand même un temps d'attente qui est raisonnable, sans avoir trop de personnel pour peu de clients, et inversement, trop de gens en attente par rapport au personnel qu'il y a. Puis lorsqu'on parle je sais pas moi, service bancaire, bon, on fait ça de plus en plus électroniquement, mais si on veut parler à une personne dans un guichet de service, à la banque ou ailleurs, ou lorsqu'on attend à la caisse, puis on a plusieurs personnes qui sont en attente, puis il y a un nombre fini de caisses dans les supermarchés ou des commerces, mais là, on peut appliquer la théorie des files d'attente, où là, on a vraiment un serveur ou un élément de service qui est disponible, mais qui en a un nombre fini, avec des requêtes qui sont des clients qui attendent pour être servis. Donc, c'est quand même très varié. C'est une théorie qui se généralise à plusieurs circonstances. Ça a été donc intéressant pour modéliser des modèles complexes. On dit souvent que la modélisation, elle est stochastique. Stochastique, ça fait référence à la nature aléatoire des événements. Donc, c'est une modélisation qui va gérer le fait que les événements arrivent de façon relativement aléatoire, mais selon certaines distributions statistiques. Maintenant, on va dire dans le contexte des systèmes embarqués dans le réel, en quoi est-ce que c'est pertinent? Ben, je vous dirais que ça peut être quand même très pertinent avec des systèmes qui doivent gérer des requêtes provenant de l'extérieur, où on doit faire un traitement, donc il y a des interruptions des requêtes. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de requêtes simultanées, peu de requêtes? C'est quoi les ressources qu'on doit prévoir pour pouvoir gérer toutes ces requêtes-là? Donc ça, c'est quand même très intéressant pour pouvoir bien concevoir, dimensionner notre système embarqué. Et donc, entre autres, si on veut respecter les contraintes temps réel, surtout dans du temps réel doux, temps réel dur, ben là, on s'attend que ce soit pas trop stochastique parce que la stochasticité peut induire de la variance et du jitter important. Dans un système temps réel doux, on est supposé être capable de le gérer. Donc là, la question qu'on peut dire, c'est est-ce qu'on a les ressources pour gérer les événements, pour être capable de le gérer en deçà des contraintes 99,9995% du temps. Donc, il y a beaucoup une question de dimensionner le système, d'avoir les ressources pertinentes pour y arriver. Alors, tout ça se base sur des modèles mathématiques et statistiques. Donc, entre autres, la loi exponentielle. La loi exponentielle est couramment utilisée pour décrire des processus de Poisson. Donc, des événements qui surviennent de façon continue, sans nécessairement sans mémoire, comme on dit. Donc, les événements sont sans mémoire parce qu'ils sont indépendants les uns des autres. Donc, la probabilité d'avoir un nouvel événement au temps t, au temps s, excusez-moi, dans le temps t, ben c'est la même chose qu'on soit rendu au temps s, qu'on soit à 0. Lorsqu'on est à 0 au début, lorsque s est égal à 0, on a une certaine probabilité d'avoir un événement d'ici, je sais pas moi, 10 minutes ou 10 secondes, mais cette probabilité-là ne change pas dans le temps. Lorsqu'on se projette plus tard dans 2 minutes d'ici, la probabilité que l'événement survienne dans les 10 secondes qui suivent va être la même que à s égale 0.
Une loi exponentielle, ça se modélise de cette façon-là. C'est une équation où on dit, ben, c'est égal à lambda fois exponentielle de moins lambda x pour des x qui sont positifs ou égaux à 0. Puis on a une loi de répartition. Bon, ça, c'est une densité de probabilité. C'est pas une probabilité en soi. Ça nous dit la densité selon la valeur de x. Puis la loi de répartition, c'est de dire que, dans le fond, il y a un événement entre le temps 0 et le temps petit x. Donc, le grand x, c'est juste la variable aléatoire. D'ici, du temps 0 jusqu'au temps petit x, quelle est la probabilité qu'un événement survienne? C'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Puis l'espérance puis la variance, ben l'espérance est de 1 sur lambda. L'espérance, on se rappelle, c'est l'équivalent de la moyenne, là, lorsqu'on regarde des valeurs simples. Donc, ce qu'on entend comme espérance de valeur. Donc, on pourrait dire le temps avant qu'un événement survienne est en moyenne 1 sur lambda. Et la variance de ce x-là, donc la variance autour est de 1 sur lambda carré. Donc, si c'est grand, ça veut dire que oui, on dit qu'en moyenne, ça survient à 1 sur lambda, mais il y a une grande variation sur ce x-là, alors que lorsque c'est resserré, c'est beaucoup plus, c'est moins précis. Donc, on voit ici que ça dépend directement du lambda. Donc, si on a un temps d'attente très grand, on s'attend qu'il y a une grande variation aussi autour de cette valeur-là. Alors que pour un lambda qui est grand, donc avec une espérance qui est petite, ça veut dire que l'événement a beaucoup de chances de survenir très prochainement. La variance, bien sûr, est beaucoup plus réduite. Donc, une illustration de ça ici, c'est de dire que finalement, c'est une loi exponentielle. Donc, l'équation petit p de x, là, qui donnait la densité, c'est ce qu'on a à gauche. Donc, avec différents lambda. Fait qu'on voit avec un lambda de 0,5, la courbe en orange est beaucoup plus basse, beaucoup plus aplatie. Ça veut dire que ça peut prendre un certain temps. L'espérance va être de 2 ici. Donc, ça va être autour de 2 ici. Oh, excusez-moi. C'est autour de 2 ici qu'on va avoir quelque chose. Ben, en même temps, on regarde la courbe en orange, elle est très étirée. Il y a quand même une grande variance ici. Comparativement à lambda est égal à 1,5, donc ça c'est la courbe en bleu pâle. On voit que ça part haut puis ça descend rapidement parce que on s'attend d'avoir un événement à 1 sur 1,5, qui est quand même assez proche. Si on regarde de l'autre côté, la loi de répartition qui nous dit c'est quoi la probabilité qu'il y ait un événement entre le temps 0 et le temps x, mais rapidement, on voit que pour la courbe en bleu pâle avec un lambda de 1,5, x égale 2, on a 95% de chance d'avoir un événement entre le temps 0 et le temps 2. Inversement, avec lambda égale à 0,5, la valeur en orange, mais là c'est plus faible, c'est plus autour de 0,662, donc 62% environ de chance qu'il y ait un événement entre le temps 0 et le temps 2. Ça veut dire qu'il y a quand même 38% de chance que l'événement survienne après 2. Parce que de toute façon, l'espérance à ce moment-là est autour de 2. On peut se dire aussi même pourquoi c'est pas 0,5, mais la forme exponentielle fait en sorte que la moyenne est autour de 2, mais la probabilité qu'il y ait eu cet événement-là au temps 2 est plus grande un peu. Donc là, ici, si on regarde ça, on a un modèle. Donc, on va modéliser le phénomène de file d'attente de cette façon-là. Donc, c'est vraiment quand même la modélisation de base utilisée fréquemment, puis on va utiliser ça dans le reste de la présentation d'aujourd'hui. C'est de dire qu'il y a des requêtes qui arrivent. Donc, on a vraiment une arrivée de requêtes ici, avec le A de T. Donc, ça, c'est le fait qu'on ait des requêtes qui surviennent, des clients qui arrivent pour être servis, ou des requêtes sur le réseau de services au serveur, par exemple. Donc, ces requêtes-là arrivent selon un processus aléatoire, donc elles arrivent aléatoirement. On peut supposer qu'elles suivent une loi exponentielle, par exemple, et elles sont mises en attente. Donc, s'il y a déjà des travaux, des tâches ou des requêtes en cours de traitement par le serveur, parce que le serveur les traite, si on en a un seul, mais celles qui suivent, qui arrivent alors qu'on a déjà un traitement, elles vont être mises dans la file d'attente. Donc, la file d'attente ici va avoir plusieurs emplacements. Donc, on peut supposer qu'on a un grand nombre d'emplacements. Peut-être, dans certains cas, on en a moins. On a un certain nombre d'emplacements en attente, où là, on a des requêtes qui sont pas en traitement, mais qui vont être traitées. Puis, généralement, on fait premier arrivé, premier servi, donc de sorte que les tâches qui sont toutes près d'être traitées ici, ben, vont être les prochaines à être gérées une fois que la tâche en cours va être complétée, qu'il va y avoir ce qu'on appelle un départ. Donc, le départ, c'est vraiment de dire que la tâche va sortir, qu'on va vraiment libérer le serveur pour qu'il aille faire un autre traitement.
Donc, il faut préciser, donc ce modèle-là est quand même assez abstrait. Donc, pour notre cas particulier, il y a des éléments à préciser, entre autres les modèles stochastiques des processus d'arrivée de service, c'est-à-dire que au niveau de AT, il y a une arrivée aléatoire, donc ça arrive dans un certain ordre aléatoire, mais selon une certaine loi statistique. Il faut modéliser ça, mais également au niveau du service, donc le serveur, il ne prend pas nécessairement le même temps pour chacune des tâches. C'est un cas particulier de dire que le temps est fixe, mais en général, le temps est aussi aléatoire. Ça prend un certain temps à faire un traitement. Donc, cette modélisation-là est importante pour dire qu'on a deux niveaux d'aléatoire, les entrées en termes de requêtes et les traitements et les sorties, finalement, une fois qu'ils sont traités au niveau du serveur. Après ça, il faut spécifier les paramètres structurels, à savoir combien de tâches, de requêtes on peut mettre dans la file d'attente. Donc ça, c'est important. Combien est-ce qu'on a de serveurs? Est-ce qu'on en a un seul ou on en a plusieurs? Si on parle de dire que les gens attendent pour être servis à la caisse dans un commerce, ben souvent, s'il y a des gens qui attendent, on ouvre plusieurs caisses. Il va y avoir 3, 4, 5, 8 caisses ouvertes qui vont servir les clients. Mais quand même, il y a une file d'attente. Si, par exemple, c'est au supermarché une journée où il y a beaucoup d'achalandage, ben il y a une file de gens qui attendent devant les différentes caisses pour être servis avec un certain nombre de caissiers présents. Puis le temps de service peut varier. Il y a des gens qui font juste quelques éléments qu'ils ont achetés. Les gens qui font leur épicerie de la semaine, c'est beaucoup plus gros. Donc, le temps de service est variable également à ce niveau-là. Il y a aussi des politiques opérationnelles, dans le sens que, dans certains cas, on peut avoir une politique de ne pas accepter toutes les requêtes. Il y a des requêtes qui pourraient être rejetées. Par exemple, lorsque la file d'attente est pleine, on peut refuser d'avoir plus de requêtes. On peut avoir des traitements préférentiels. On va dire certaines requêtes sont prioritaires, sont traitées avant tout le monde. Donc, on va les mettre en avant de la file d'attente, etc. Donc, si on veut modéliser l'élément stochastique de processus d'arrivée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on modélise l'arrivée qui est aléatoire. Donc, un élément d'arrivée A, c'est une séquence stochastique de Y. Donc, Y1, 2, 3. Y1, c'est l'arrivée de la première requête. Donc, c'est le temps. Le temps d'arrivée entre l'arrivée précédente et l'arrivée actuelle. C'est-à-dire, donc, il y a eu une arrivée il y a un certain temps. Combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait une nouvelle arrivée entre l'arrivée K-1 et l'arrivée K? Pour simplification, on met que Y0 est égal à 0. Donc, Y1, c'est vraiment le temps que ça prend lorsqu'on démarre le système avant qu'on ait une première requête. Après ça, la deuxième requête, c'est le temps relatif à la première, puis ainsi de suite. Fait qu'on suppose généralement que les événements de la séquence sont indépendants et identiquement distribués. C'est-à-dire que donc, l'arrivée de YK ne dépend pas de YK-1. Donc, il n'y a pas de mémoire sur ce qui s'est passé. C'est juste qu'à chaque fois, on a un processus, on dit, bon, on vient d'avoir un événement au temps présent, c'est l'événement K-1. Donc, là, on va modéliser le temps que ça va prendre avant qu'il y en ait une nouvelle qui va correspondre au temps YK. Puis cette modélisation-là ne tient pas compte de ce qui s'est passé avant. On suppose aussi que c'est identiquement distribué à l'effet que les arrivées ne changent pas dans le temps, c'est le même modèle à chaque fois. On ne va pas ajuster, on ne va pas faire des ajustements, par exemple, selon l'heure de la journée. On pourrait le faire, mais pour faire l'analyse ici, on va dire que tout est égal. Donc, peu importe le moment, peu importe les circonstances, c'est le même modèle qui est utilisé partout. Donc là, on a une loi de probabilité qui va décrire le processus d'arrivée. Donc, le AT qu'on avait, dans le fond, correspond à la probabilité qu'il y ait un événement entre maintenant et T. Donc, on peut dire que maintenant c'est 0. Donc, entre 0 et T, finalement, de dire que c'est quoi la probabilité qu'il y ait cet événement-là. Là, on a une espérance de loi de probabilité. On va dire, ben, l'espérance de Y, le temps moyen, finalement, avant une arrivée, va être 1 sur lambda. Où lambda, c'est le taux moyen donc d'arrivée des événements. Donc, on peut tout simplement mesurer, dire, si on fait une hypothèse de loi exponentielle, ce qu'on peut dire, c'est que on va calculer combien de temps que ça prend en moyenne entre deux arrivées. Il y a une arrivée, il y a un nouveau client, une nouvelle requête aux 2 minutes en moyenne. Donc ça va être 1 sur lambda, fait que lambda va être égal à 0.5. Puis on peut appliquer après ça le modèle exponentiel avec ce lambda-là qui est estimé selon ce qu'on observe. Similairement, le processus de service est aussi stochastique, puis on va avoir une séquence de Z. Donc les Z, c'est le temps requis pour un événement K soit servi depuis son arrivée.
L'événement arrive, puis ça prend un certain temps à le servir. Donc, on suppose également que le temps de service est TID, que ça ne va pas varier dans le temps selon les circonstances. Fait que ce qu'on va dire, c'est qu'on va avoir un B ici qui va correspondre à la probabilité d'avoir un service complété, le temps soit complété à autant t en partant de 0. Fait que l'espérance ici va être égale à 1 sur mu. Donc, mu ici, c'est intéressant, c'est ça qui est vraiment la variable d'intérêt. C'est le taux moyen de service des événements. On dit, en moyenne, ça prend tant de temps à faire le service. Donc, entre l'arrivée dans la file d'attente et le moment où on peut sortir de la file d'attente, le temps moyen est de mu. On a aussi des paramètres structurels, à savoir la capacité de stockage de la file d'attente. Généralement, on a K disant le nombre d'événements pouvant être en attente. C'est sûr que un événement qui arrive dans une file d'attente vide et un serveur vide va aller directement au serveur, il ne va pas se mettre en attente. À partir du moment qu'on a une requête qui est servie en cours de service, les requêtes subséquentes qui arrivent vont être mises en attente, fait qu'on peut avoir un certain nombre de jobs en attente. Après ça, on a le nombre de serveurs, donc ça, on va donner ça par M, petit m, donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 serveurs. Donc le modèle simple revient à ça, donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, excepté que là, on peut préciser qu'on a K. On dit ici, si K est égal à l'infini, c'est qu'on a une capacité infinie, la file d'attente peut être aussi grande que nécessaire. On va toujours avoir de la place pour mettre des requêtes en attente. Puis là, on va supposer aussi qu'on typiquement, on peut avoir un modèle avec un seul serveur. Fait qu'on a une file d'attente de taille infinie et un serveur qui traite les requêtes. Puis là, la question qu'on peut avoir par-dessus ça, c'est quoi les politiques opérationnelles qu'on peut utiliser. Donc là, il y a différentes politiques. On peut dire le nombre de classes ou d'événements. Généralement, on suppose qu'il y a une seule classe, une seule type de requête, mais on pourrait avoir des requêtes différentes. Hein. Je sais pas, on peut penser, je reviens à l'analogie avec les commerces, mais on peut avoir des caisses rapides, des caisses avec services traditionnels, où on va vraiment passer les items qu'on veut payer. On peut avoir aussi le service à la clientèle pour là, gérer les cas particuliers de retour d'items et autres. Donc là, on a différentes classes d'événements qui peuvent être gérées différemment. Donc ça ajoute une couche de complexité. Pour les besoins de la présentation aujourd'hui, on va supposer un modèle à classe unique dans tout ce qu'on va faire. Donc les différences exigent une modélisation qui va varier selon le cas. On peut aussi avoir comme autre élément de politique la politique d'ordonnancement. Ça, on a plusieurs classes différentes, donc plusieurs catégories. Comment est-ce qu'on va faire, comment on va désigner le prochain événement à traiter, dans quelle catégorie il tombe. Donc là, c'est de voir aussi l'ordonnancement, sur quel serveur il va tomber. Puis la question, c'est de dire qu'il y a peut-être des événements qui sont prioritaires, donc est-ce qu'on va préempter, est-ce qu'on va arrêter le traitement d'une requête pour traiter une autre requête hautement prioritaire? C'est possible. Dans ce cas-là, il faut modifier le modèle. On a aussi la politique d'attente de dire, bon, si on préempte pas, mais qu'on a des priorités quand même par rapport aux événements, est-ce qu'on traite ça en premier arrivé, premier servi? Généralement, c'est le cas, du moins dans les modèles qu'on voit aujourd'hui. On pourrait avoir d'autres modèles avec priorité ou avec un équilibre de charge, disant, mais, par exemple, encore une fois, dans un commerce, un supermarché, on peut faire une seule file pour toutes les caisses, tous les services, mais on pourrait avoir une file par caisse. Et là, la question, c'est de premièrement déterminer à quelle file on va, qui nous assigne à une caisse. Puis on va dire que chaque file est une file d'attente différente, donc un système différent. Et là, la politique, c'est de dire vers laquelle un client, une requête va aller a priori. Ça peut être lié à la longueur de la file d'attente ou quoi que ce soit. Donc, il y a une espèce d'ordre de traitement qu'on doit établir ici. Donc, premier arrivé, premier servi, dernier arrivé, premier servi, aléatoire, c'est des modèles simples qu'on peut avoir dans des systèmes informatiques aussi. Et donc là, après ça, la politique d'admission, c'est de déterminer ce qu'on admet. Parce que si, par exemple, on a atteint pratiquement la capacité de la file d'attente, il faut rejeter des requêtes, parce que sinon, on va déborder de la capacité. Donc, une politique simple, ça serait de dire, si la file est pleine, on rejette. Puis lorsqu'elle n'est pas pleine, on accepte. Mais même si la file n'est pas pleine, on peut vouloir limiter les accès. On peut vouloir dire que
on va avoir une priorité, puis on va laisser passer après un certain temps, si on a plus que 50% de la capacité qui est utilisée, on va prioriser les cas les plus importants, les cas les plus prioritaires aux cas moins prioritaires, puis on va rejeter les requêtes qui sont de basse priorité.